Bonjour et est-ce que ça fonctionne? OK, je suis live? OK, désolée pour ce faux départ. Alors bonjour et bienvenue à cette présentation, sur comment maîtriser le jeu ou comment, débuter comme maîtresse ou maître de jeu. Donc, je vais commencer par me présenter. Hem, heu, OK. Donc, je vois comme plus mon ah OK, voilà. Est-ce que la diapositive a changé? Je suis ah, oh. Je sais pas pourquoi la diapositive change pas. Ah, OK. OK. Donc, je me présente, je suis, Karine Loisel, donc je fais du jeu de rôle depuis un peu plus de 15 ans. Il me semble que ça fait plusieurs années que je dis ça, mais en tout cas, j'ai démarré, ma carrière de rôliste surtout, dans le jeu de rôle grandeur nature et depuis quelques années, je fais de plus en plus de jeux de rôle sur table. J'en ai fait depuis le tout début, mais il y avait jamais vraiment des tables qui, continuaient sur du long terme, donc c'était plus, épisodique finalement. Hem, Sinon je suis aussi la propriétaire de la boutique, de jeux Dragon de cuivre qui ouvrira, ses portes très bientôt, à Montréal. Donc à la fin, je vais vous montrer, je vais vous donner mes coordonnées pour ceux que ça intéresse. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est simplement, dans le fond, de vous partager mon expérience, de ce que j'ai appris en passant de joueuse à maîtresse de jeu, de démystifier certaines croyances par rapport, au fait d'être, MJ et de vous donner essentiellement le courage et l'assurance pour vous lancer comme MJ et organiser votre première partie. Donc, la première question, qui convient de se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on veut devenir un maître de jeu ou une maîtresse de jeu? Il y a plusieurs bonnes raisons et chacun a ses bonnes raisons, mais il y en a 3 que je voulais, souligner. D'abord, la créativité, pour comme créer un univers. Donc, en tant que joueur, on a, une certaine créativité au niveau de son personnage. On peut lui créer un backstory, on peut, lui inventer une histoire, puis le faire évoluer dans le temps. Mais en tant que maître de jeu, on a, la créativité sur essentiellement tout l'univers de jeu, tous les personnages, joueurs et non joueurs. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Même si on joue des aventures préfaites, il y a toujours une, certaine partie, dans le fond d'improvisation. Donc c'est très intéressant, pour ça. La 2e, le deuxième raison que je voulais souligner, c'était, pour rencontrer des nouvelles personnes, donc les maîtres de jeu sont, des personnes populaires, parce que, il y a toujours, beaucoup de joueurs qui sont volontaires pour jouer, donc c'est une activité sociale qui est intéressante. Donc si vous devenez maître de jeu, ben, vous allez rencontrer plus de nouvelles personnes et être plus populaire, tout simplement. Hem, la troisième bonne raison, c'était pour jouer à des jeux qui nous intéressent finalement. Donc, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, j'ai vu ça souvent arriver, de voir une nouvelle aventure qui sort, qu'on trouve tellement intéressante, puis qu'on se dit: «Ah, j'aimerais donc qu'un de mes amis ou une de mes amies, démarre cette aventure et m'invite à sa table pour jouer». Et ben là, vous pouvez être cet ami et inviter vos amis à jouer avec vous, et leur faire découvrir cette aventure. La deuxième chose que dont je voulais parler, c'est, de quelles ressources et qualités vous avez besoin pour devenir un bon MJ, essentiellement. Donc la première ressource et la plus importante, c'est, le temps. Donc c'est un fait, ça va vous demander plus de temps d'être MJ que d'être, joueur. Vous avez besoin de temps pour préparer votre scénario, préparer votre partie. Et aussi pour, tout ce qui a trait à l'organisation. Donc, comme généralement, la personne MJ est la personne qui organise toute la logistique autour de la partie,
où on joue, quand on joue, qui vient pas, euh, etc. Donc ça, c'est quelque chose dont on parle pas souvent, dont j'entends pas beaucoup parler dans le domaine du jeu de rôle, mais c'est quand même important de le mentionner pour pas que vous soyez pris, que vous ayez pas considéré ça dans votre décision de devenir MJ. J'ai mis l'argent avec un point d'interrogation parce que c'est certain que si que vous pouvez tout à fait commencer à vous acheter des très grosses figurines de dragons. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est absolument pas quelque chose qui est nécessaire. Donc, il y a énormément de ressources gratuites auxquelles vous pouvez avoir accès. C'est sûr que ça va vous demander un petit peu plus de temps de recherche, mais non, être MJ ne coûte pas forcément plus cher que d'être joueur. Vous pouvez être créatif et vous débrouiller avec un relativement petit budget. Mais c'est sûr que si vous voulez des dragons, ben, ça peut devenir cher rapidement. Les qualités maintenant dont vous avez besoin pour être un bon MJ. Donc, la première qualité, c'est la créativité. Comme on l'a mentionné plus tôt, il y a toujours un minimum de créativité qui est requis pour personnaliser le scénario, etc. Même si vous travaillez avec un scénario qui est vraiment déjà écrit pour vous, vous allez devoir le personnaliser, vous allez devoir réagir un petit peu à ce que vos joueurs font et que vous n'aurez absolument jamais prévu. Euh, donc, c'est ça. Donc, ça va vous demander de la créativité. Mais chanson que si vous voulez être MJ, c'est que vous recherchez cet aspect créatif. La deuxième qualité, c'est l'écoute. Donc, évidemment, vous allez faire de meilleures parties si vous êtes capable euh, de, d'écouter vos joueurs et de saisir un peu le mood euh, et de voir comme ce qu'ils aiment moins, puis de personnaliser. Vous allez être à même de personnaliser plus votre univers si vous avez une bonne écoute. Et la dernière qualité, ben, c'est l'organisation. J'en ai parlé. Euh, Peu importe à quel point votre jeu de rôle est, euh, est léger en termes de préparation de partie, ça reste quand même que c'est la personne qui organise qui est généralement responsable de la logistique. Donc, vous devez avoir un minimum d'organisation pour être capable de coordonner vos parties. Donc, une fois qu'on sait ça et que vous êtes décidé, la première étape, c'est de définir ce que vous voulez faire comme partie. Ça peut paraître bizarre, mais ça vaut la peine de vous demander quel système, quel scénario vous allez jouer, combien de joueurs minimum et maximum vous avez besoin pour dans ce scénario-là et dans ce système-là. Quand est-ce que vous pouvez jouer aussi? C'est quoi vos ressources en temps? Combien de temps vous êtes prêt à investir? Et donc, ça va déterminer un petit peu votre fréquence de jeu. Où est-ce que vous allez les jouer? Est-ce que vous jouez en ligne? Est-ce que vous jouez en personne? Si vous jouez en ligne, vous jouez sur quelle plateforme? Si vous jouez en personne, vous jouez où? Donc, vous définissez ça bien comme il faut. Et ensuite, vous pouvez le présenter à des joueurs potentiels. Donc, ce qui nous amène à la prochaine slide. Donc, comment choisir et, dans le fond, recruter vos joueurs. Le conseil que je vous donne, c'est essentiellement de laisser les joueurs et les joueuses vous choisir. C'est pour ça que l'étape précédente est aussi importante, c'est-à-dire d'avoir bien défini ce que vous proposez finalement. J'ai déjà fait l'erreur de courir après des amis que je voulais vraiment, 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 vraiment euh, intégrer dans ma partie, mais qui au final étaient moyennement intéressés et ou avaient moyennement le temps. Ben, c'est une mauvaise idée parce qu'il est arrivé qu'est-ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'après une ou deux parties, ben, ils ont disparu puis je les ai jamais revus dans ma partie. Donc, vous allez juste dépenser beaucoup de temps et d'énergie à faire ça. Ça vaut pas la peine. Ça vaut la peine de vraiment inclure dans votre partie des gens euh, qui, euh, qui ont acheté finalement ce que vous leur avez proposé en leur faisant un petit pitch au départ. Donc maintenant, qui est-ce que vous devriez, où est-ce que vous trouvez des joueurs finalement? Ben là, j'ai parlé d'amis. C'est sûr que si vous avez
plein d'amis qui font du jeu de rôle, ça va être relativement facile pour vous. Vous pouvez simplement leur proposer l'idée, des fois contacter des amis d'amis et cetera. Ça fonctionne bien. Mais des fois, on a des amis, mais on n'a pas d'amis qui qui font nécessairement du jeu de rôle ou qui sont nécessairement intéressés par le jeu de rôle. Donc alors là, il existe toutes sortes de communautés en ligne où vous pouvez, publier des recherches de joueurs là, tout simplement, vous proposez votre partie, demandez s'il y a des gens dans votre région ou même à l'étranger qui veulent jouer. Si vous jouez en ligne, vous pouvez effectivement recruter à l'étranger, ça se fait. Je sais que entre autres sur Roll20, il y a même littéralement une fonction, je pense là, de présenter sa partie pour recruter des joueurs au travers de la plateforme. Mais sinon, il y a des plateformes sur Facebook, et cetera. Donc vous pouvez facilement trouver des gens pour jouer en personne ou en ligne, comme ça. Sinon, il existe, du jeu organisé à la, Adventures League, un petit peu. Je sais qu'à Montréal, il y a D&D Montréal, je pense qu'ils sont d'ailleurs au festival, il me semble que c'est eux qui organisent ça, les parties de Adventures League, du festival. Donc comment ça fonctionne, c'est essentiellement chaque personne a comme sa feuille de personnage, puis les joueurs sont un peu libres, ils appartiennent pas nécessairement à une table définie, puis ils peuvent comme jouer sur différentes tables. Puis comme je l'ai mentionné plus tôt, ben, les maîtres de jeu sont des personnes populaires et donc si vous, allez à dans un club de jeux organisé comme ça, ils vont vous accueillir à bras ouverts si vous voulez, vous essayer comme, MJ et ils vont vous aider et vous accompagner là-dedans. Donc ça peut être une bonne manière de démarrer. La dernière manière que je pourrais, vous proposer, c'est ce que moi j'ai fait. Donc pour ma première partie, j'ai proposé une partie dans une convention. Donc oui, participer à une convention comme Draconis, c'est se préparer une partie et la proposer. Ça peut être une bonne manière de 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 démarrer comme MJ. Cette convention, était organisée à la Polytechnique sur un système de jeu que je connaissais pas très bien et mais j'avais eu beaucoup de plaisir. Puis j'avais fait un scénario qui était vraiment un peu inspiré de la convention, puis c'était très amusant. Donc c'est ça, vous avez certaines contraintes quand vous faites des parties en convention. Entre autres, vous avez un certain temps à, à à respecter, puis vous devez probablement préparer des fiches préfaites pour que, les joueurs puissent, démarrer, rapidement, et qu'ils n'aient pas besoin de se de que vous n'ayez pas besoin de faire la création de personnages, dans le temps, limité que vous êtes imparti. Mais c'est une excellente expérience, puis c'est très amusant. Enfin, une fois que vous avez, vous avez déterminé qu'est-ce que vous voulez jouer, vous avez trouvé, des joueurs qui veulent jouer, vous savez où vous allez en trouver. Vous devez préparer votre partie évidemment. Donc, lire les règles, lire ou créer votre scénario et prendre les notes dont vous avez besoin. Je vais revenir sur les notes un peu plus tard et céduler votre partie, organiser toute la logistique de votre partie et finalement jouer votre partie. Ça, c'est la partie facile, une fois que vous avez bien préparé. Hem Maintenant, quelques petits conseils, des bons plans pour le choix d'un premier scénario. Donc, je vous conseillerais ça c'est pas, hem, je dirais que c'est pas, nécessairement des lois universelles là. Vous pouvez totalement déroger, mais c'est des suggestions que je vous fais pour un petit peu, vous faciliter la vie puis, vous pousser à moins, procrastiner et à plus avancer, rapidement. Donc vous pouvez très bien utiliser un scénario préfet. En passant, les scénarios préfets, ça se personnalise. Donc, s'il y a certains éléments du scénario que vous trouvez bof, ben, vous pouvez les changer. Mais au moins, vous partez avec une base, puis vous attendez pas d'avoir écrit le parfait scénario avant de vous lancer et de faire de faire votre première partie. La deuxième chose que je vous conseille, c'est de démarrer avec un système que vous connaissez déjà. Parce que vous allez être, finalement aussi la personne qui est responsable d'expliquer les règles aux autres. Donc si vous, lisez un tout nouveau système, que vous êtes pas certain de vous, que vous êtes pas certain de votre maîtrise du système,
puis que vous le découvrez en même temps que vos joueurs, ça risque d'être un peu plus difficile. Donc c'est pas une règle absolue, comme j'ai dit, j'ai moi-même pas suivi ces règles-là quand j'ai fait ma première partie de jeu de rôle, mais c'est des choses que je vous mentionne pour vous simplifier la vie. Finalement, choisir un scénario court. Hem, je vous recommande, même si vous voulez démarrer une campagne, de tu sais, une campagne, à plus long terme, de commencer avec un petit scénario d'introduction de peut-être 3-4 parties maximum. Pourquoi? Parce que vous pouvez le lire relativement rapidement, puis vous en faire une bonne idée avant de démarrer, versus un scénario, si vous prenez un scénario préfet qui a comme un livre de plusieurs centaines de pages, ben, c'est plus intimidant, admettons, puis là, vous risquez justement, de passer beaucoup de temps à procrastiner sur le fait de lire votre scénario, et cetera. Donc, commencez avec quelque chose de court que vous pouvez lire et comprendre rapidement, puis dans lequel surtout ça va vous donner plus de confiance, en vous lorsque vous allez jouer. Je vous avais dit qu'on reviendrait sur la documentation, donc, il y a un mythe persistant qui veut que tous les maîtres de jeu ont un cartable très épais avec des séparateurs, avec, différents thèmes de codes de couleurs, avec, des petites, fiches pour leurs monstres, avec, des feuilles spéciales de maîtres de jeu qui servent à toutes sortes de choses durant les combats, des cartes, de l'information sur le scénario, de l'information sur le background des personnages, de l'information sur, le monde, eh ben, c'est pas vrai pour tout le monde. Il y a des MJ qui font ça, il y a des MJ qui le font pas du tout. Comme vous pouvez voir, je vous ai mis mon cahier de notes à côté. C'est véritablement mon cahier de notes, je l'ai même comme ici, il est tout petit, puis je prends toutes mes notes là-dedans. Donc, vous le savez un peu quel genre de personne vous êtes au niveau des notes là. Si vous étiez, à l'école, le genre de personne à justement avoir des crayons de toutes sortes de couleurs, puis organiser vos notes par sujet, puis, comme faire des résumés puis tout ça, ben, le cartable de MJ est peut-être pour vous. Si vous étiez comme moi le genre à faire des petits dessins dans la marge, puis écrire deux trois mots, puis vous comprendre quand même, ben, à ce moment-là, optez peut-être plus pour mon système de notes. Tout ça pour dire que, ne soyez pas complexés si vous n'êtes pas le genre de personne à faire de la documentation, extensive. Ce n'est pas nécessaire du tout pour être un bon MJ. Certains MJ prennent encore moins de notes que moi. Certains MJ prennent des notes très, très, très détaillées. C'est une question de personnalité et de la manière dont vous vous comprenez là-dedans. Donc bref, faites ce qui fonctionne pour vous et ne soyez pas complexés avec ça. Maintenant, quelques petits conseils sur, hem, les scénarios. Donc le premier conseil que je vous donnerais, c'est que l'originalité est surestimée. Ça, ça veut dire n'en abusez pas. Heu, si, la plupart des une recette pour un bon scénario, c'est de prendre quelque chose de relativement, intuitif, et d'y ajouter une petite touche d'originalité. Donc il faut que la majorité de votre scénario et ou de votre monde et de votre univers soit très intuitif pour les joueurs et là, vous pouvez arriver avec comme une goutte d'originalité, puis tout le monde va trouver ça exceptionnel. Si vous mettez tellement de gouttes d'originalité que plus personne n'a de repères, vous risquez de perdre vos joueurs, l'engagement va être moins bon, donc bref, n'abusez pas de l'originalité. Des fois, on a l'impression que c'est mieux d'en mettre plus, mais pour vrai, il y a une bonne raison pourquoi il existe des classiques. Heu, les gens aiment les classiques parce que c'est des choses qu'ils comprennent intuitivement, puis pas comprendre, c'est pas agréable. Donc bref, j'ai fini ce point-là. N'en abusez pas. Le deuxième conseil, c'est, n'oubliez pas que vos joueurs voient le monde au travers de ce que vous leur dites. Donc si vous ne l'avez pas dit, ça n'existe pas. Donc soyez très clairs, vérifiez qu'ils ont compris. Vous seriez surpris à quel point des fois vous avez l'impression d'être très clair, mais que, la moitié de votre table n'a pas suivi, voire même la totalité de votre table. Donc répétez souvent les mêmes informations, vérifiez ce qu'ils ont compris, si ça correspond avec ce que vous avez pensé que vous avez,
que vous leur avez expliqué. Hem, c'est ça. Ça m'est arrivé quelques fois d'être très, très certaine de mon coup et de me rendre compte que les joueurs avaient pas du tout compris ce que moi j'essayais de leur expliquer. Donc, c'est ça. Soyez pas non plus, ne pénalisez pas vos joueurs, parce qu'ils ne connaissent pas le monde. Admettons que c'est un monde, qui est un canon existant comme Monde des ténèbres ou quoi que ce soit. Assumez que leur personnage, à moins que ce soit défini autrement, que leurs personnages connaissent le monde dans lequel ils sont. Donc ne pénalisez pas vos joueurs de ne pas connaître, de ne pas avoir lu tous les livres sur le canon, dans lequel vous jouez. Si c'est le cas, c'est pas agréable puis ça va pas donner des bonnes parties. Finalement, dernière, suggestion, c'est d'utiliser la créativité de vos joueurs et vos joueuses. Donc, essentiellement, je préconise toujours de créer un monde qui est pas trop, 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 coulé dans le béton, parce que comme ça vous permet, de prendre des choses que les joueurs vous envoient, puis de leur relancer, puis de créer un genre d'interaction, un genre de création d'univers qui est collaboratif. Vous allez pouvoir plus facilement intégrer les backgrounds de vos personnages, vous allez pouvoir plus facilement créer du contenu, qui est approprié pour leur personnage, puis faire des développements intéressants. Donc, utilisez ça. C'est la magie du jeu de rôle d'avoir une sorte d'interaction. C'est le genre de choses qu'on peut pas faire dans autre chose. On peut pas les faire dans les jeux vidéo. C'est ça qui rend le jeu de rôle unique. Donc, s'il vous plaît, abusez-en. Euh, N'hésitez pas à utiliser les bonnes idées de vos joueurs pour créer votre monde. Ils vont adorer ça, vous allez adorer ça, puis tout le monde va avoir du plaisir. Dernier petit point, les règles de bon fonctionnement d'une partie. Ça, c'est encore une fois quelque chose que je vois dont on discute peu finalement dans la communauté, et que moi j'ai fait beaucoup d'apprentissage depuis que j'ai commencé une partie récurrente, à ce sujet-là. Donc il y a toujours un genre de contrat social dans une partie et je vous encourage à clarifier comme certains points, de ce contrat social, puis à vous assurer que vos joueurs sont tous sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Donc, heu, c'est pas quelque chose qu'on aime faire parce qu'on a l'impression d'être sévère ou d'imposer des normes ou quoi que ce soit, mais pour vrai, ça évite tellement de malentendus que ça vaut la peine d'être clarifié. Donc, entre autres, on parle de la plage horaire et la fréquence du jeu. Est-ce que vous jouez toutes les 2 semaines? Est-ce que vous jouez tous les mois? Quel jour vous jouez et à quelle heure? Établir ça à l'avance, même si vous jouez pas souvent, Hem, ça va vous éviter de tomber dans une partie qui est un peu en pause indéterminée parce que personne ne peut jamais, tu sais. Je sais pas combien de fois j'ai vu des gens me dire: «Ah, ma partie est en pause parce que personne n'est jamais disponible, on n'arrive pas à trouver une date qui convient à tout le monde». Mais si vous avez déjà établi, même avant de recruter vos joueurs, cette partie va être tous les vendredis à 6 heures. Ben, les joueurs qui ont embarqué dans votre partie, ils sont déjà au courant, puis ils ont déjà accepté. Donc ça va vous épargner beaucoup, beaucoup de maux de tête logistiques, hem, de mettre ça, à l'avance. Les moyens de communication pour l'organisation. Est-ce que vous faites un groupe Facebook avec des événements? Est-ce que vous parlez sur Messenger? Est-ce que vous vous téléphonez? Est-ce que vous vous envoyez des courriels? C'est quoi le moyen de communication qui va être utilisé pour communiquer pour la partie, puis pour l'organisation de la partie. Ça aussi, c'est important de le préciser. Pour le jeu en ligne, petite parenthèse, maintenant qu'on est dans un monde où est-ce qu'on joue de plus en plus en ligne, avec ou sans caméra, ça peut paraître banal comme, comme détail, mais il y a des gens qui ont des opinions très arrêtées sur le sujet. Des gens qui détestent avoir une caméra, il y a des gens qui détestent ne pas avoir de caméra. Donc, et pour avoir testé des tables où est-ce que, une partie du groupe a une caméra, puis une partie du groupe a pas de caméra, ben, c'est pas l'idéal parce que, on va avoir tendance à donner plus d'attention aux gens qui ont une caméra parce qu'ils bougent, on les voit, tu sais? Donc, ça a déjà causé des problèmes dans certaines parties que j'avais. Donc, je vous recommande d'en parler avec vos joueurs, puis de voir c'est quoi leur avis par rapport à ça. En passant, il n'y a pas de bonne réponse, là.
Toutes les réponses se valent, mais ça vaut la peine de leur poser la question sur c'est quoi leur préférence à eux, puis que peut-être les joueurs qui veulent pas mettre une caméra, puis qu'il y a d'autres joueurs qui veulent mettre une caméra, qu'ils soient au courant que comme ça se peut qu'ils doivent faire un extra effort pour se faire remarquer dans la partie. Le nombre de joueurs minimum pour qu'une partie ait lieu. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place que je trouve fabuleux. C'est-à-dire, ben, si on est 3 joueurs, on maintient la partie. Si on tombe 2 joueurs seulement qui peuvent, à ce moment-là, on reporte, ou on annule. Donc ça aussi, ça facilite beaucoup votre logistique. Quelle est la tolérance vis-à-vis des retards? Tout le monde n'a pas du tout la même tolérance vis-à-vis des retards. Il y a des gens pour qui 2 minutes de retard, c'est la fin du monde, c'est inacceptable et il y a des gens pour qui tant que c'est en dessous de 30 minutes, c'est correct. Et si vous avez, des joueurs qui croient que 2 minutes de retard, c'est insupportable, et des joueurs qui pensent que 30 minutes, c'est correct, dans la même table et que vous n'avez pas une politique claire au niveau des retards, ben, ça risque de créer des étincelles, puis c'est un petit peu plate parce que c'est vous qui allez être pris pour comme devoir dénouer la situation. Donc d'en parler au départ, ça peut éviter les malentendus. La dernière est une nouvelle règle que j'ai pas encore, testée, mais que j'ai vue dans un grandeur nature et dont je pense que ça vaut la peine considérant, l'historique de mes parties, c'est-à-dire le nombre de parties consécutives qu'un joueur ou une joueuse peut manquer avant que son personnage devienne inactif. Des fois, il y a des très bonnes raisons pour lesquelles les joueurs manquent des parties, puis c'est parfaitement correct, mais des fois, on se retrouve un peu avec des joueurs fantômes. Puis je me suis retrouvée une fois avec 3 joueurs fantômes dans ma partie et à un moment donné, c'est un peu malaisant de à gérer parce que surtout quand ils nous disent: «Oui, oui, je vais venir», puis que finalement ils viennent pas, tu sais? Ou qu'ils nous donnent pas de signe de vie, heu, sur de très longues périodes de temps. Donc peut-être avoir une règle comme ça peut dissuader ce genre de 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 situation. Donc là-dedans, encore une fois, prenez ce qui vous convient, puis laissez ce qui vous convient pas. C'est pas, des règles absolues, c'est des conseils. Donc en résumé, le la recette pour, créer votre propre première partie, c'est de définir ce que vous voulez, jouer, autant, le système, le scénario, que tous les aspects logistiques dont on vient de parler. Trouver des joueurs et des joueuses qui sont, motivés par eux-mêmes à venir à votre partie, qui ont accepté finalement, à la fois, le thème et le style de partie et aussi le contrat social qui vient avec, puis la disponibilité qu'on attend d'eux. Organiser la logistique de votre partie et finalement, ben, jouer votre première partie. C'est la chose la plus importante, c'est que vous finissiez par vous lancer et hem, faire votre première partie. Heu Finalement, je voulais laisser un petit moment, pour voir s'il y avait des gens qui avaient des questions. Fait que vous pouvez, envoyer vos questions dans le chat si vous en avez. Je vous ai mis ici dans le fond, mes réseaux sociaux, si vous êtes intéressés d'en savoir un petit peu plus sur, la boutique. Donc, je vais rester ici un petit moment pour voir s'il y a des questions. Je pense pas que j'en ai vu dans le chat. Moi, j'ai une question. Oui! Mais ça a moins rapport avec maîtriser le jeu, ça peut savoir avec toi. Je veux savoir, ça va Oui! être où ton magasin? Ah! Ça va être sur la promenade Ontario à Montréal, donc Oh oui. my god, c'est full proche de chez nous. Yeah! Ça veut dire qu'on va te voir. Ben là, il faut que je vienne. C'est fini. Oui, On a une c'est question. fini. Oui! Tu la vois? Heu, ouais, attends un peu. Heu, quel est le nombre parfait de membres dans une partie de jeu de rôle? OK, j'ai plusieurs, OK. Selon vous, quel est le nombre parfait de membres dans une partie de jeu de rôle? Dans mon expérience, entre 3 et 5, mais moi je suis très, je joue beaucoup, ben, en tout cas ma campagne elle se joue, sur Donjons Dragons, fait que c'est plus, c'est peut-être plus, l'expérience que j'ai, mais
Je trouve que ça fait un bon chiffre, mais j'imagine que ça dépend des jeux de rôle. J'imagine qu'il y a des jeux de rôle qui peuvent se jouer à beaucoup plus nombreux. Il y a des jeux de rôle qui peuvent se jouer tout seuls. Ça dépend du jeu. Hem, J'avais aussi un commentaire de: «Le truc, ce n'est pas de faire une campagne, mais un one shot à la place d'une campagne». Ben, oui et non, tu sais, vous pouvez partir une campagne, hem, mais comme j'ai dit, peut-être, tu sais, peut-être faire un petit scénario d'intro, hem, heu, de pour comme introduire votre campagne pour un peu la bêta tester finalement là, puis, comme ça, c'est plus facile pour vous de préparer au départ. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Pense pas. En tout cas, j'en vois pas. Bon, j'espère que tu as encouragé plus de monde à être MJ, puis qu'il va y avoir plus de gens qui vont soumettre des parties à notre prochain festival. Ben, j'espère qu'au moins je vais avoir réussi à faire ça. Puis c'est ça. C'est ça mon objectif, c'est d'encourager les gens à essayer le fait d'être MJ parce que c'est pas si intimidant qu'on croit. Ouais. Moi, j'ai pas encore essayé. Un jour. Non, pas encore? Bon, mais OK, ben t'étais au bon endroit Oui, c'est finalement. ça. Donc le prochain festival, on compte sur toi, Thalie. Non, je suis pas prête. Tu pas prête? Ah! Ben essaye entre-temps là, comme fais un Ouais. peut-être une partie en convention, c'est peut-être pas l'idéal pour commencer. C'est beaucoup de pression. Faut faire un C'est petit un peu truc s avant. Ouais, c'est un peu stressant, mais ça peut, c'est pas si stressant. En tout cas, si jamais tu veux essayer, je suis volontaire pour jouer avec toi. Oh, merci. C'est gentil. Merci, Karine. Puis, ben, c'est tout, hein. On va vous laisser. Merci Oui? d'avoir été là, les OK. gens. Puis, bon reste du festival. Oui, OK, bye. Bye!